Ils ont porté un toast pour le bébé de ma sœur pendant que j'étais en arrêt cardiaque sur une table de réanimation. J'avais appelé 11 fois. Un drain dans la poitrine, un poumon affaissé, a supplié. Ma mère m'a répondu par texto. La fête de révélation du genre de ta sœur a lieu aujourd'hui. Nous ne pouvons pas partir. Puis elle a lu mon nom devant toute la fête et a ri. Elle ramène toujours tout à elle. Ils ont ri avec elle. La fille mourante a reçu un texto. La fille dorée a eu un toast. Je n'ai pas crié. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé le moniteur bégayer. 2 nuits plus tard, une infirmière s'est penchée et a tiré le rideau. Une femme prétendant être votre mère vient d'essayer de signer votre bon de sortie. Ma mère ne s'était jamais assise sur cette chaise. Nous l'avons arrêtée à l'accueil. La femme qui vient ici chaque soir nous a prévenu qu'elle viendrait et nous a dit exactement ce que votre mère essaie de vous prendre. Je m'appelle Willa Thatcher, 36 ans. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été la fille que ma famille utilisait pour se donner bonne conscience. Et l'inconnu qui veillait sur mon lit pendant que ma propre mère restait à une fête savait sur moi quelque chose que j'ignorais. Laissez-moi vous ramener au matin où je me suis effondré par terre. C'était un mardi. Je m'en souviens parce que les mardis étaient les jours de paix au magasin de fleurs et que je comptais les tiges pour une commande de deuil quand la pièce a basculé. Je gère une petite boutique appelée le Jardin de Ruth, du nom de ma grand-mère. Des seaux de renoncule et d'eucalyptus dans la chambre froide. Une clochette en laiton au-dessus de la porte dont un client avait dit un jour qu'elle résonnait comme dans une église. J'étais debout depuis 4 heures ce matin-là. Ma poitrine me faisait mal depuis 2 jours. Une bande serrée sous les côtes que je ne cessais de mettre sur le compte du stress. Je me disais que ce n'était rien. J'étais doué pour me convaincre que ce n'était rien. J'avais 36 ans de pratique. Puis la bande s'est brisée. La douleur est devenue blanche et immense. Je ne pouvais plus respirer. Je me suis agrippé au comptoir, mais le comptoir s'est dérobé. Mon assistante, Nora, a crié mon nom depuis la chambre froide. La dernière chose que j'ai vue était un seau de renoncule blanche qui basculait. L'eau s'étalant sur le carrelage vers mon visage. Les pétales s'éparpillant comme une chose renversée et magnifique. Puis le néant. Voici ce que je n'ai appris qu'après par Nora, qui ne pouvait s'arrêter de trembler en me le racontant. Mon cœur s'est arrêté sur le trottoir devant ma propre boutique. Un ambulancier. Un homme nommé Reyes, j'ai fini par apprendre son nom et je ne l'oublierai jamais. S'est agenouillé sur le béton au-dessus de moi et a enfoncé une aiguille entre mes côtes pour évacuer l'air emprisonné. Et puis il a ramené mon cœur à la vie de ses propres mains. Pendant qu'une foule venue du café voisin observait depuis le trottoir. Pneumothorax sous tension, m'ont-ils dit plus tard. Un poumon affaissé qui avait comprimé mon cœur jusqu'à ce qu'il s'arrête. J'avais été à 90 secondes des efforts d'un inconnu de mourir sur le sol où j'avais balayé des pétales 1 millier de fois. Je me suis réveillé avec un tube cousu dans le flanc de ma poitrine et une machine qui décidait du moment où je respirais. Nora était montée dans l'ambulance parce qu'il n'y avait personne d'autre. Quand l'hôpital a demandé mon contact d'urgence. La boutique avait encore le numéro de ma mère enregistré des années auparavant. De l'époque où je croyais encore qu'elle décrocherait. Ils l'ont appelé 4 fois pendant le trajet. C'est tombé sur la messagerie vocale 4 fois. Alors la première chose que j'ai faite, dès l'instant où ils m'ont tendu un téléphone aux soins intensifs, dès que j'ai pu former un mot autour du tube, a été d'appeler ma mère. Parce que c'est cela, être la fille que personne ne vient chercher. On appelle quand même, à chaque fois. Une part de vous ne cesse jamais d'avoir 9 ans et d'être certaine que cette fois-ci, elle viendra en courant. Elle n'a pas décroché. Mon père non plus. Je l'ai appelé lui aussi. Je tiens à ce que ce soit précisé. Car les gens supposent toujours que le parent silencieux est le parent bienveillant. J'ai appelé Gérald Thatcher 4 fois, et à la 4e il a répondu. J'entendais la fête derrière lui, et il a dit, ta mère s'occupe de tout en ce moment. Fiston. Laisse-moi te rappeler.
Et il ne l'a pas fait. Et ce fut là toute la performance de mon père en tant que père pendant que j'étais en soins intensifs. Cet après-midi-là, à 40 minutes de là à l'autre bout de la ville, mes parents organisaient la fête de révélation du genre du bébé de ma sœur Sabrina. 200 invités, un traiteur, un photographe avec un drone. Un gâteau avec du rose ou du bleu caché à l'intérieur. Et un canon dans le jardin qui projetait un panache de fumée colorée par-dessus la clôture pour que les voisins le voient. Mes parents s'offraient tout cela avec une retraite d'enseignants et de vagues économies. Dans une maison au jardin devenue très verdoyant au cours des 4 dernières années. J'ai appelé 11 fois entre mon admission et le moment où ils m'ont emmené passer un scanner. Au 8e appel, ma mère a fini par répondre. J'entendais de la musique derrière elle. J'entendais les gens rire. Maman? Je suis à l'hôpital. Mon poumon s'est affaissé. Mon cœur s'est arrêté. Oui là. Elle a prononcé mon nom de la manière dont on poserait un objet collant. C'est le jour de Sabrina. Est-ce que ça ne peut pas attendre? Est-ce que ça ne pouvait pas attendre? Je tenais un tube qui s'enfonçait dans ma propre cavité thoracique et ma mère me demandait si mourir pouvait attendre la fin du gâteau. Je ne passerai peut-être pas la nuit. Ai-je dit. Il y a eu un silence, et dans ce silence, je me suis permis d'espérer. 36 ans, un seul poumon, et j'espérais encore dans ce silence que cette fois-ci, elle prendrait ses clés de voiture. Puis elle a dit, ne fais pas ça aujourd'hui. Ne ramène pas la fête de Sabrina à toi. Et elle a raccroché. Le texto est arrivé 1 minute plus tard, pour qu'elle puisse l'écrire noir sur blanc. Pour qu'il reste une trace permanente de ce que je valais exactement à ses yeux. La fête de révélation du genre de ta sœur a lieu aujourd'hui. Nous ne pouvons pas partir. J'ai posé le téléphone face contre la couverture. Denise, l'infirmière qui réglait ma perfusion, avait tout entendu et ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Et c'est ainsi que j'ai compris à quel point c'était grave. Quand des inconnus ne peuvent pas soutenir votre regard, c'est que la situation est terrible. Voici ce que je ne savais pas encore, et ce que vous devez savoir maintenant. Car cela changera la manière dont vous entendrez tout ce qui suit. Le téléphone de ma mère, celui qu'elle a utilisé pour m'envoyer ces 9 mots, était payé par un compte auquel elle avait promis à une femme mourante de ne jamais toucher. La fête avait également été payée avec ce compte. Le drone, le canon, le gâteau avec sa couleur secrète. Chaque ballon dans ce jardin avait été acheté avec de l'argent qui portait mon nom. J'ignorais simplement que cet argent existait. Laissez-moi vous parler de ma grand-mère. Car elle est la colonne vertébrale de toute cette histoire. Et parce que vous aurez besoin de l'avoir un peu aimée avant la fin. Ruth Callaway était la mère de ma mère. Et elle m'a élevé bien plus que ma propre mère ne l'a jamais fait. Les étés sur Delmar Street. Les week-ends dans sa serre derrière la petite maison. L'odeur de la terre humide et des géraniums que je peux encore évoquer en un instant. Des années entières de mon enfance pendant que mes parents réglaient leurs affaires. Ce qui signifiait surtout chercher comment faire briller la vie de Sabrina. Grand-mère m'a appris les fleurs. Elle m'a appris à tailler sévèrement et à attendre. Elle était la seule personne de cette famille qui me regardait en me trouvant déjà suffisante. Elle est morte il y a 4 ans. Je lui tenais la main quand elle est partie. Ma mère est arrivée 90 minutes après la fin. Elle a vérifié son maquillage dans la vitre sombre de la chambre et a demandé à l'infirmière quand les papiers seraient prêts. À l'enterrement, ma mère m'a dit doucement, comme si elle me rendait service. Maman n'a pas laissé grand-chose, ma chérie. Et le peu qu'il y avait. Elle voulait que nous le gérions. Tu sais comment tu es avec l'argent. Tu sais comment tu es avec l'argent. J'avais hoché la tête. Je l'avais cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas cru? J'étais la fille qui louait une chambre au-dessus d'une laverie. Conduisait une voiture plus vieille que sa nièce et à qui l'on n'avait jamais confié la moindre chose. Bien sûr que grand-mère avait tout laissé à la gestion des personnes responsables.
Cette histoire épousait parfaitement la forme de toute ma vie. Elle s'y glissait sans heurts. Rappelez-vous cette phrase, maman n'a pas laissé grand-chose. Elle la redira avant la fin. Et la deuxième fois, l'effet sera bien différent. Cette première nuit aux soins intensifs, je n'ai pas dormi. Nora est revenue après avoir fermé la boutique et est restée assise avec moi jusqu'à ce qu'on la force à partir, elle pleurait plus que moi. Ne cessant de s'excuser comme si un poumon affaissé était une chose qu'elle aurait dû empêcher. Un client régulier, un vieil homme nommé Whitfield, qui achetait des œillets pour sa femme chaque vendredi, l'a appris d'une manière ou d'une autre et a fait parvenir une carte de prompt rétablissement à l'accueil avec un billet de 5 $ glissé à l'intérieur et un mot écrit d'une écriture tremblante. Prends soin de toi, la fleuriste. Un inconnu avait glissé 5 $ dans une carte pour moi. Ma famille m'avait liquidé d'un texto et avait allumé un Canon. Je suis resté allongé dans le noir à faire les comptes. Et je me suis endormi peu avant l'aube en rêvant de la serre, des géraniums, des mains de ma grand-mère dans la terre et de sa voix me disant la phrase qu'elle répétait toujours. Quand je doutais de moi. Willa, tu n'as jamais été le problème dans cette famille. Tu étais simplement la seule honnête. Le deuxième matin. Je me suis réveillé et j'ai trouvé quelqu'un assis sur la chaise près de mon lit. Ni ma mère, ni mon père. Une femme que je n'avais jamais vue, environ 55 ans, des cheveux argentés tirés en arrière. Un manteau anthracite plié sur ses genoux et une serviette en cuir posée contre le pied de la chaise. Elle lisait un document à travers des demi-lunes. Et quand elle a vu mes yeux s'ouvrir, elle l'a posé et a croisé les mains. La voilà. Dit-elle doucement. Vous nous avez fait une belle frayeur. Oui là. J'ai essayé de parler. Ma gorge était à vif à cause du respirateur. Ne parlez pas encore. De l'eau d'abord. Elle a tenu le verre, incliné la paille, l'a calé contre ma lèvre. Efficace, méticuleuse, comme si elle l'avait déjà fait pour quelqu'un qu'elle aimait. Je m'appelle Karen Val. Je suis avocate. Je viens tous les soirs depuis mardi. Quand votre boutique n'a réussi à joindre personne dans votre famille et a commencé à appeler les personnes sur la liste. Une avocate? Ma première pensée, glaciale et automatique, fut que j'étais poursuivi en justice. Que j'avais fait une faute. C'est ce qu'une vie entière passée à être le problème de la famille produit chez vous. Vous entendez le mot avocat et vous cherchez immédiatement votre propre culpabilité. J'ai des ennuis? Elle chuchotait. Quelque chose a traversé son visage. Pas de la pitié. Quelque chose de plus acéré, de plus ancien, plus proche du deuil. Non. Dit-elle. Mais vous allez quand même avoir besoin de moi. Elle n'a pas voulu en expliquer davantage ce matin-là. Elle a dit qu'elle reviendrait le soir même. Que les médecins me voulaient stable avant toute conversation sérieuse, que je devais me reposer. Elle s'est levée, a boutonné son manteau et s'est arrêtée au rideau. Votre grand-mère, dit-elle, était l'une des personnes les plus remarquables que j'ai jamais représentées. Elle m'a répété. Plus d'une fois que vous essayeriez de tout gérer toute seule. Un petit sourire lasse. Ne le faites pas, pas cette fois. Puis elle est partie, et je suis resté là. Fixant la serviette en cuir qu'elle avait laissée délibérément sur l'assise du fauteuil. Une fiche était épinglée sur le devant. Un seul mot à l'encre, Willa, d'une écriture que je n'avais pas vue depuis 4 ans. Je ne pouvais pas l'atteindre. Mon bras ne parvenait pas à franchir la distance. Mais je reconnaissais cette écriture comme on reconnaît une voix à travers un mur dans la maison où l'on a grandi. C'était celle de ma grand-mère. Avant d'aller plus loin, si cette histoire vous pèse déjà sur la poitrine, prenez une seconde pour aimer et vous abonner. Car le contenu de cette serviette est l'endroit où le sol a commencé à se dérober sous mes pieds. Et je veux que vous soyez là quand cela arrivera. Écrivez votre ville et l'heure qu'il est chez vous dans les commentaires. J'aime savoir qui veille avec moi ce soir.
Revenons maintenant à cette chaise et à 20 heures. Quand Karen est revenue et a ouvert le dossier. Elle est arrivée à 20 heures pile avec 2 cafés. Elle devait savoir que je ne pouvais pas boire. Elle en a tout de même posé un sur mon plateau, comme une petite promesse d'avenir. Puis elle a approché la chaise, ouvert la serviette et a commencé de la voix posée de quelqu'un qui a l'habitude de garder son sang-froid. Que savez-vous réellement? Demanda-t-elle. De la succession de votre grand-mère? Elle n'a pas laissé grand-chose, ai-je répondu. Le refrain familial automatique comme un réflexe. Ma mère gère ce qu'il y a. La mâchoire de Karen s'est crispée imperceptiblement. Je vois. Elle a tourné une page. Oui là, je vais vous dire certaines choses, elles vont être difficiles. Et j'ai besoin que votre rythme cardiaque reste bas car ce moniteur va appeler une infirmière et mettre fin à notre échange. Pouvez-vous faire cela pour moi? J'ai hoché la tête. Votre grand-mère a laissé une fiducie, dit-elle. Pas une petite. Elle l'a créée 18 mois avant sa mort avec moi comme avocate rédactrice et fiduciaire remplaçante. La seule bénéficiaire. C'est vous. Uniquement vous. Personne d'autre n'est nommé. Le moniteur cliquetait. Je me suis forcé à respirer lentement et régulièrement. Le montant initial, poursuivit Karen, était de 512 000 $. Le produit de la vente de la maison de Delmar Street. Plus ses économies. Elle l'a structuré pour qu'elle vous soit versée par étapes au cours de votre vie. Afin que vous n'ayez jamais à dépendre de quiconque pour quoi que ce soit. C'était ses propres mots. Elle était très précise. 512 000 $. J'avais pleuré dans ma voiture pour une réparation de boîte de vitesse à 300 $ 2 mois. Auparavant. J'avais vendu mon plasma dans ma vingtaine pour payer mon loyer. Et un demi-million de dollars portant mon nom dormait sur un compte depuis 4 ans. Ce n'est pas possible. Ai-je dit. Ma mère m'a dit. Votre mère, reprit Karen. Et votre père sont cofiduciaires. Ruth les a nommés ainsi contre mon avis formel. Elle voulait croire qu'il respecterait ses volontés. Elle voulait leur donner une vraie chance d'être les parents qu'elle espérait encore les voir devenir. Une pause. Ils ne l'ont pas été. Elle a tourné la serviette pour que je puisse voir la page. C'était un relevé bancaire. Le compte de la fiducie, ce mois-là, contenait 183 000 $. En 4 ans, dit Karen très doucement. Vos cofiduciaires ont retiré 329 000 $ d'une fiducie à laquelle il leur était légalement interdit de toucher pour leurs propres bénéfices. Chaque dollar a servi à financer une vie à laquelle vous n'avez jamais été invité à prendre part. J'ai regardé le chiffre, 183 000. Et j'ai fait la soustraction comme on appuie sur un bleu pour vérifier la douleur. 329 000 $ envolés. La fête de révélation du genre. Ai-je dit. Aujourd'hui. Payé par la fiducie, affirma Karen. Il y a 11 jours. 18 000 $. J'ai le virement bancaire. Le libellé indique. Fête de révélation. La pièce est devenue totalement silencieuse. Juste la machine respirant pour moi, patiente et stupide. Karen m'a laissé encaisser. Elle ne s'est pas précipitée pour combler le silence, et je l'ai respectée pour cela. Et je la respecte pour cela chaque jour depuis. Pourquoi êtes-vous vraiment ici, ai-je fini par demander. Les avocats ne s'assoient pas en soins intensifs pendant une semaine pour une cliente qui ne peut même pas parler. Parce que votre grand-mère m'a fait promettre, répondit-elle. La fiducie me nomme fiduciaire remplaçante si les cofiduciaires manquent un jour à leur devoir. Mais Ruth a ajouté autre chose. Quelque chose de personnel. Dans une lettre qu'elle a écrite pour moi et pour personne d'autre. Elle disait, si Willa a un jour des ennuis et que sa famille n'est pas là.
Vous y serez. Vous êtes la seule à qui je confie la tâche d'être là où je ne peux plus me tenir. La voix de Karen s'est brisée une seule fois. Puis elle l'a raffermie. Quand votre magasin n'a pas pu joindre vos parents mardi soir? Ils m'ont contacté parce que je suis inscrite sur les documents de la fiducie. Je suis venue chaque soir depuis, non pas en tant que votre avocate, Willa, mais en tant que la personne qu'elle m'avait demandé d'être. La femme présente chaque soir. J'ai enfin compris pourquoi l'infirmière l'avait murmuré comme un secret tenu au creux des mains. En 4 ans, aucun membre de mon propre sang ne s'était assis sur cette chaise. Une inconnue choisie par ma grand-mère, une femme que je n'avais jamais rencontrée, était venue s'asseoir là tous les soirs pendant que ma famille tirait un coup de canon. J'aurais pleuré si j'avais eu assez d'eau en moi pour verser une larme. Mais il y avait autre chose dans le regard de Karen, retenu derrière ses yeux. Et j'avais passé ma vie entière à lire sur les visages des gens qui s'apprêtaient à annoncer une mauvaise nouvelle. Il y a autre chose. Dis-je. Dites-le-moi. Elle a refermé la serviette. Pas ce soir. Vous devez être plus forte pour entendre le reste que vous ne l'êtes en ce moment. Elle s'est levée, et pour la première fois, elle n'a pas souri du tout. Mais je vais vous donner une chose à laquelle vous raccrochez pour que vous dormiez en colère. Plutôt que triste, car la colère guérit plus vite. Et vous allez devoir guérir vite. Votre mère n'a pas seulement pris l'argent. Oui là. Elle a un plan au cas où vous ne vous réveilleriez pas, et elle l'a déjà mis en route. Le moniteur cardiaque a bondi brusquement, et Denise est apparue au rideau en quelques secondes. Karen était déjà à la porte, son manteau sur le dos, la serviette sous le bras. Reposez-vous, dit-elle. Je reviendrai demain. Nous avons beaucoup de travail et très peu de temps pour l'accomplir. Et elle m'a laissé seule avec une machine. Un chiffre impossible est la première véritable fureur de ma vie. Me réchauffant de l'intérieur comme une flamme dont j'avais été privé pendant 36 ans et que je n'avais jamais eu le droit de ressentir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là non plus. Je suis resté allongé dans l'obscurité à reconstruire ma vie entière à la lumière de ces nouvelles informations. Comme on réorganiserait toute une bibliothèque après avoir appris que la moitié des étiquettes étaient des mensonges. Chaque fois que ma mère m'avait traité d'irresponsable avec l'argent. Chaque fête de famille où j'avais conduit 4 heures pour être assise à la table des enfants à 34 ans. Chaque fois que Sabrina avait reçu une voiture, un mariage, un apport pour une maison. Alors que j'avais droit à un sermon sur l'importance de vivre selon ses moyens. Il n'avait jamais été question de savoir qui méritait quoi. Il s'était toujours agi de me maintenir suffisamment petite. Suffisamment convaincue de ma propre insignifiance pour que je ne songe jamais à chercher. Une fille persuadée de n'avoir rien ne part pas à la recherche de ce qu'on lui a volé. Il ne m'avait pas négligé par accident durant toutes ces années. Il m'avait négligé exprès, dans un but précis. Parce qu'une Willa qui se sentait sans valeur coûtait moins cher à entretenir qu'une Willa qui posait des questions. Je veux que vous vous posiez là avec moi. Parce que je sais que certains d'entre vous ont déjà ressenti la morsure de cette prise de conscience. Le moment où vous comprenez que la manière dont votre famille vous a traité n'était pas une incompatibilité d'humeur ou une mauvaise passe, mais une stratégie. Cela redéfinit tout. C'est terrible. Et c'est, d'une façon étrange, un soulagement, car pour la première fois, le calcul tombe enfin juste. Le lendemain matin, ils m'ont transféré des soins intensifs vers une chambre normale. Un progrès, selon le médecin. Mon poumon se regonflait lentement. Mon cœur maintenait un rythme régulier. Je pouvais m'asseoir seul. Je pouvais tenir un verre à 2 mains. Et cet après-midi-là, pour la première fois depuis mon effondrement, ma famille est venue me rendre visite. J'ai entendu ma mère avant de la voir. Ce ton clair et chaleureux de couloir qu'elle employait en public. Celui qui faisait penser à chaque infirmière du service qu'elle était adorable. Tellement éprouvant pour nous tous. Elle a toujours été si fragile. Nous nous sommes rongés.
d'inquiétude. Le rideau a coulissé et ils étaient là. Ma mère, Diane, 63 ans, dans un manteau crème. Tenant un bouquet d'œillets de supermarché, ce que j'ai trouvé presque comique. Apporter des fleurs de grande surface à une fleuriste. Mon père, Gérald, 66 ans, en retrait près de la porte, les mains dans les poches. Cherchant déjà la sortie du regard. Et derrière eux, Sabrina, 29 ans, enceinte de 7 mois, téléphone levé. Filmant sa propre entrée dans ma chambre d'hôpital. Oui là. Ma mère a posé les œillets dans le lavabo comme si elle cochait une case sur une liste. Oh, ma chérie, regarde-toi. Nous étions si inquiets. Je l'ai regardé pendant un long moment. C'était l'instant où l'ancienne Willa aurait dit que tout allait bien. L'aurait remercié d'être venu. Aurait rendu l'atmosphère confortable pour les personnes exactes qu'il avait laissé mourir. Je n'ai rien dit. Je l'ai simplement fixé. Le silence s'est étiré. Le sourire de ma mère a vacillé. Puis s'est réajusté. Eh bien, dit-elle en reprenant un air enjoué. Tu as meilleure mine que ce à quoi nous nous attendions. On nous avait dit que tu te montrais. Une pause délicate, choisie pour son effet, point un peu dramatique par rapport à tout cela. Mais tu as toujours su faire ton entrée. Voilà, à nouveau le même coup bas, elle ramène toujours tout à elle. Elle l'avait dit devant 200 invités, et maintenant elle en servait le jumeau en face de moi. Au-dessus d'un bouquet de supermarché. Et le plus terrible, la chose qui me faisait plus mal à la poitrine que le drain. C'est qu'elle y croyait. Elle avait raconté cette histoire à mon sujet depuis si longtemps qu'elle s'était durcie en vérité. Dans son esprit. Si vous aviez été dans cette pièce. Vous auriez voulu que je lui jette les œillets à la figure sur son manteau crème. Croyez-moi, j'en avais envie. Mais j'avais appris quelque chose dans le noir 2 nuits plus tôt. Auprès d'une femme à la serviette en cuir. On ne frappe pas quelqu'un quand on tient une meilleure carte qu'il ne soupçonne même pas. On le laisse continuer à parler. Alors j'ai souri. Doucement. Poliment. Exactement comme elle me l'avait appris. Merci d'être venu. Ai-je dit. Comment était la fête? Et j'ai vu les épaules de ma mère s'affaisser, j'ai vu le soulagement la traverser. Parce que cette simple phrase lui disait tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. Que rien n'avait changé, que j'étais toujours la fille qui arrondissait les angles. Qu'un séjour à l'hôpital pouvait effrayer la famille. Mais que le rapport de force était exactement là où elle l'avait laissé. Elle n'avait aucune idée qu'une avocate s'était assise sur ma chaise chaque soir. Elle n'avait aucune idée que je pouvais désormais compter au dollar près ce qu'elle m'avait volé. Elle s'est assise sur le bord de mon lit comme si elle le possédait. Et elle a commencé à me parler du gâteau. Laissez-moi vous parler de mon père. Car il a son importance et parce que les gens sont toujours si prompts à dédouaner le parent. Silencieux. Gérald Thatcher n'a jamais haussé la voix de sa vie. Il n'en avait pas besoin. Il avait perfectionné l'art de ne pas être dans la pièce tout en s'y trouvant physiquement. Quand ma mère me démolissait à table, mon père étudiait son assiette. Quand Sabrina obtenait l'apport qu'on m'avait refusé, mon père disait « Ta mère gère l'argent ». Fiston, comme si cette phrase était une porte qu'il pouvait refermer derrière lui. Il avait signé chaque retrait. Karen m'avait montré la 2e série de relevés ce matin-là. Les signatures des 2 cofiduciaires étaient requises pour tout déboursement supérieur à 10 000 $. Son nom figurait sur chacun d'eux. De cette même écriture lente et soignée qu'il utilisait pour signer les cartes de Noël. Gérald Thatcher. Gérald Thatcher. Gérald Thatcher. 329 000 $ de l'amour de ma grand-mère liquidé pour un bateau, une rénovation de cuisine. Une fête somptueuse après l'autre. Par un homme incapable de croiser mes yeux dans une chambre d'hôpital. Il est resté près de la fenêtre pendant toute la visite et a prononcé peut-être 8 mots en tout. Quand Sabrina a annoncé à la cantonade qu'ils allaient donner au bébé le prénom de grand-mère Ruth. Ruthie, n'est-ce pas la chose la plus douce pour honorer sa mémoire? Mon père a hoché la tête lentement et a dit,
elle aurait aimé ça. Elle n'aurait pas aimé ça. Elle aurait pris le modeste fond d'étude de ce bébé et l'aurait scellé à double tour avant de les laisser s'en approcher. Mais je n'ai rien dit, parce que Karen m'avait dit que le plan n'était pas encore bouclé. Et je voulais tout voir avant de bouger le moindre muscle. Sabrina m'a coincé près du lavabo avant qu'il ne parte. Ma sœur n'est pas stupide. C'est l'erreur que les gens font toujours à propos de l'enfant chéri. Ils imaginent que l'enfant préféré est inconscient. Qu'il flotte dans l'existence sans rien remarquer. Sabrina savait exactement comment fonctionnait notre famille. Elle avait simplement décidé il y a longtemps qu'être du côté des gagnants était plus confortable. Que d'être juste, et elle ne s'était jamais retournée pour en vérifier le coup. Tu ne vas pas rendre les choses bizarres. N'est-ce pas? A-t-elle demandé à voix basse pour que nos parents n'entendent pas. Sa main reposait sur la courbe de son ventre. La fête prénatale a lieu dans 3 semaines. Maman est déjà stressée à mort. Ton effondrement a un peu gâché toute la révélation. Je me suis effondré. Ai-je dit? Sur une table d'opération. Tu vois ce que je veux dire, dit-elle en vérifiant son reflet dans la vitre sombre. Évite d'être comme ça pour une fois dans ta vie. Évite d'être comme ça. Comme si survivre était un défaut de caractère. Comme si la chose correcte à faire après avoir frôlé la mort était de s'excuser pour le dérangement. Voici la partie que je vous demande de bien retenir, car c'est le moteur de tout ce qui suit. Alors que Sabrina se tournait pour partir, son téléphone s'est allumé dans sa main. Orienté vers moi pendant une demi-seconde. Et j'ai vu la première ligne d'un texto de ma mère. Envoyé depuis l'autre bout de ma propre chambre d'hôpital, à 2 mètres de là. Est-ce que tu lui as demandé pour la signature? Nous en avons besoin avant le 22. La signature. Le 22. Sabrina a verrouillé le téléphone contre son ventre, m'a souri et a dit « Rétablis-toi bien. » D'accord? Puis est sortie au bras de ma mère. Et je suis resté là. Avec un poumon qui se regonflait lentement et une toute nouvelle question qui me brûlait l'esprit. Qu'avait-il besoin que je signe avant le 22? Et pourquoi une inconnue tenant l'écriture de ma grand-mère semblait-elle déjà en connaître là? Réponse. Le lendemain, avant la venue de Karen, les appels téléphoniques ont commencé. Le premier venait de ma tante Carole, cousine de ma mère en réalité. Mais je l'avais appelée « tante » toute ma vie. Elle avait assisté à la fête. Elle avait vu ma mère tamponner ses yeux et parler de sa pauvre fille si fragile. Et maintenant, elle m'appelait « sirupeuse à souhait ». Pour me dire à quel point tout le monde s'inquiétait. Ta mère est tout simplement dévastée, me dit tante Carole. Elle n'a pas fermé l'œil. Elle disait à la fête, nous l'avons tous entendu. Elle disait. Je veux juste ramener Willa à la maison pour m'occuper d'elle convenablement. N'est-ce pas? Adorable? Tu as tellement de chance d'avoir une mère pareille à ton âge. J'ai serré la couverture. Elle était là, la mécanique bien huilée, se construisant un coup de fil après l'autre. Ma mère s'était dressée devant 200 personnes pour se poser enceinte qui prendrait soin de sa fille. Malade et incapable. Et chaque invité qu'il avait entendu était désormais une brique dans le mur qu'elle érigeait autour de moi. C'est vraiment quelque chose. Ai-je réussi à lâcher? Alors tu vas la laisser t'aider, insista tante Carole, d'un ton doux mais pressant. Comme on accule un animal égaré. Tu vas venir habiter chez eux. Elle a tous les papiers prêts. M'a-t-elle dit. Juste quelques formalités médicales et financières pour pouvoir tout gérer pendant que tu te reposes. Tu n'as qu'à signer, ma chérie. La famille prend soin de la famille. Tu n'as qu'à signer. J'ai dit à tante Carole que j'étais fatigué et que je devais raccrocher. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Je crois qu'elle le pensait. C'est le propre d'un bon menteur. Il fabrique ses mensonges à partir de personnes pleines de bonnes intentions qui ne vérifient jamais. Les fondations. J'ai raccroché et le téléphone a sonné à nouveau presque immédiatement. Un cousin cette fois, puis une amie de la famille.
3 appels en 1 heure. Tous chaleureux, tous inquiets, tous tournant autour de la même douce exigence, rentre à la maison. Laisse-la t'aider, signe simplement. Ma mère avait transformé toute la famille élargie en chorale. Et aucun d'entre eux ne savait qu'ils chantaient pour une voleuse. 2 jours plus tard, ils sont passés à la vitesse supérieure. Mon téléphone a vibré pour un appel vidéo, un appel de groupe, le nom de ma mère en haut. Et contre mon bon sens, j'ai décroché. C'était un guet-apens, et il avait été mis en scène. Ma mère trônait au centre de l'image dans le bon fauteuil, tante Carole à ses côtés. 2 cousins derrière, mon père sur le côté en flou artistique. Un petit demi-cercle d'inquiétude arrangé pour la caméra. C'était l'intervention. C'était la version de moi sur laquelle ils s'étaient tous mis d'accord. Qu'un jury déjà instruit par ma mère me renvoyait en spectacle. Ma chérie, nous sommes tous tellement inquiets, commença ma mère. Et les autres hochèrent la tête au signal. Nous pensons que tu as été soumise à un tel stress que tu n'as plus les idées claires. Tu racontes des choses sur l'argent, sur nous, qui ne te ressemblent pas. Nous t'aimons. Nous voulons te ramener à la maison et nous occuper de tout jusqu'à ce que tu redeviennes toi-même. Tu leur as raconté que je perdais la tête. Ai-je dit calmement. Personne n'a dit ça, s'est empressée d'intervenir tante Carole. Nous avons dit que tu étais dépassée. J'ai regardé leurs visages un par un. Disposés dans ce petit croissant d'amour qui n'était en réalité qu'une muraille. Et j'ai compris avec un calme qui m'a surprise que contester serait le piège. Une femme qui s'époumonne a prouvé qu'elle n'est pas folle devant un écran de proche au champ. Tristement la tête ressemble exactement à une folle. C'était là tout le plan. Il voulait que je crie pour pouvoir soupirer, alors je n'ai pas crié. Je vous aime tous, ai-je dit. Et je note la date et l'heure de cet appel sur un carnet. J'encourage chacun d'entre vous à réfléchir sérieusement aux côtés de cette histoire où il souhaite voir son nom quand tout sera fini. C'est tout. Prenez soin de vous. J'ai mis fin à l'appel. Mes mains tremblaient, mais pas ma voix. Et quelque part dans ce petit demi-cercle. Je savais qu'au moins une personne venait de sentir le sol se dérober sous une certitude commode. Ma mère avait voulu une chorale. Elle avait oublié qu'un cœur est composé d'individus. Et qu'on peut rappeler aux individus qu'ils portent un nom. Quand Karen est arrivée ce soir-là, je lui ai parlé du texto sur le téléphone de Sabrina avant même qu'elle n'ait pu poser son manteau. Elle n'a pas eu l'air surprise. Elle avait l'air d'un médecin entendant la confirmation d'un symptôme déjà diagnostiqué et redouté. Le 22, dit-elle, est un vendredi. C'est aussi, selon le calendrier du tribunal de comté, la prochaine date disponible pour une audience de mise sous tutelle d'urgence dans cette juridiction. Elle s'est assise. Elle a ouvert la serviette. Oui là, je vais vous montrer quelque chose maintenant. Et c'est la pire pièce de ce dossier. Après l'avoir vu, vous allez avoir envie de faire un éclat. J'ai besoin que vous fassiez exactement le contraire. Pouvez-vous me le promettre? J'ai promis. Elle a fait glisser un document sur la tablette du lit. C'était une requête juridique, remplie, imprimée, les espaces complétés à l'encre bleue. Requête aux fins de désignation d'un tuteur d'urgence. Et dans la case réservée à la personne protégée proposée. La personne a déclaré inapte à gérer ses propres affaires, se trouvait mon nom. Willa Ann Thatcher, ma date de naissance, mon adresse au-dessus de la laverie. Et dans la case du tuteur proposé, de l'écriture soignée de ma mère, Diane R. Thatcher, mère. Où avez-vous trouvé ça? Ai-je soufflé? L'avocat de votre mère et moi utilisons le même service de dépôt d'actes. C'est un petit comté. Karen a croisé les mains. Un greffier qui adorait votre grand-mère en a fait une copie par inadvertance et m'a appelé. Elle n'a pas encore été déposée. Ils attendent. Ils attendent quoi? Karen m'a regardé. Et pour la première fois, son calme professionnel s'est fissuré de fond en comble. Ce qui se cachait dessous était une fureur pure en mon nom,
nette, totale et presque effrayante. Ils attendent de voir si vous vous réveillez avec des séquelles, dit-elle. Une tutelle donne à votre mère l'autorité légale sur votre personne et sur vos biens. Si un tribunal vous déclare incapable et la nomme tutrice, elle prend le contrôle de vos affaires, y compris, soutiendra-t-elle, de vos intérêts dans la fiducie. La fête de révélation n'était pas seulement une célébration. Oui là. C'était une tribune. Elle s'est tenue devant 200 témoins et leur a raconté que sa pauvre fille malade ne peut pas s'assumer seule et qu'elle va intervenir pour tout prendre en main. Elle montait son dossier en public pendant que vous étiez sous respirateur à 6 km de là. J'ai compris alors pourquoi ma mère n'avait pas pu quitter cette fête. Ce n'était pas qu'un gâteau comptait plus que ma vie. C'était bien pire que cela. Ma mort imminente était l'opportunité. La fête était la salle d'audience avant le tribunal. Chaque invité qui regardait Diane s'épongeait les yeux et se portait volontaire pour l'aider à s'occuper de sa fragile Willa était un futur témoin de moralité qu'elle recrutait en temps réel. Elle n'était pas restée à la fête malgré mon malaise. Elle avait organisé cette fête grâce à lui. Il y a autre chose que vous devez savoir, ajouta doucement Karen. Il y a 3 soirs. Votre mère s'est présentée à l'accueil des soins intensifs après les heures de visite et a tenté de signer votre sortie pour vous transférer dans un établissement privé qu'elle aurait contrôlé pendant que vous étiez encore sous sédation. Le personnel l'a arrêtée parce qu'elle n'est pas votre mandataire médical et parce que je les avais déjà prévenus qu'elle pourrait essayer. C'était son premier test pour voir jusqu'où votre état de santé pouvait la mener. C'était donc le murmure de l'infirmière. Celui qui avait tout déclenché, celui sur lequel je m'étais réveillé 2 nuits plus tôt. Il ne s'était jamais agi d'une méprise d'inconnu à l'accueil. C'était la manœuvre d'ouverture d'un plan. Et une femme choisie par ma grand-mère s'était tenue sur le seuil pour lui barrer la route. Elle veut me faire déclarer incapable, dis-je lentement. Pour pouvoir garder l'argent qu'elle a déjà volé. Pour pouvoir le garder légalement, précisa Karen. En ce moment, aux yeux de la loi. C'est une voleuse. Si la tutelle est accordée et qu'elle devient votre tutrice désignée lorsque le prochain versement de la fiducie sera déclenché, elle devient gestionnaire. Les voleurs vont en prison. Oui là. Les gestionnaires reçoivent des remerciements pour la fête de l'Action de grâce. Elle a ajusté les feuilles sur la tablette. À moins que nous ne l'arrêtions avant le 22. C'est ici que je dois vous poser une question. Et je veux que vous y répondiez réellement, à voix haute ou dans les commentaires. Avant que je ne vous raconte la suite. Si vous étiez allongé dans ce lit, avec un seul poumon, 7 kilos de moins. Incapable de marcher seul jusqu'aux toilettes. Et que vous découvriez que votre propre mère avait lancé un compte à rebours de 9 jours pour vous. Effacé de vos propres droits juridiques, qu'auriez-vous fait en premier? La plupart des gens disent qu'ils auraient hurlé. Dites-moi si vous faites partie de la plupart des gens. Parce que ce que j'ai fait, c'est l'exact opposé. Et c'est la seule raison pour laquelle je suis là pour vous raconter tout cela. Je me suis adossé aux minces oreillers. Quelque part dans le couloir, une machine bipait pour un inconnu. Ma poitrine me faisait mal là où le tube avait été retiré ce matin-là, et je me suis senti, pour la première fois de ma vie entière, parfaitement lucide. D'accord, ai-je dit. Expliquez-moi ce que ma grand-mère a réellement bâti. Tout. Et ensuite. Dites-moi comment nous allons gagner. Karen a souri. Le premier vrai sourire franc que je voyais chez elle. Maintenant. Dit-elle. Vous parlez comme elle. Voici ce que ma grand-mère avait bâti. Et vous devez le comprendre parce que ma mère ne l'a jamais compris. Elle n'y a vu qu'un compte en banque. En réalité, Ruth avait tendu un piège, et elle l'avait doublé d'amour. La fiducie n'était pas seulement une réserve d'argent. Ruth l'avait rédigée lentement, minutieusement pendant ses 18 mois avec Karen. En sachant exactement qui était sa fille. Il y avait une clause, que Karen appelait la clause de destitution.
stipulant que tout fiduciaire qui utiliserait les actifs de la fiducie pour son propre bénéfice pouvait être révoqué par la fiduciaire remplaçante et par le tribunal, perdant définitivement tout rôle futur. Il y avait une obligation de reddition de compte intégrale. Chaque fiduciaire devait pouvoir prouver sur simple demande où chaque dollar était passé. Et il y avait une lettre d'intention de la propre main de Ruth, écrite pour être lue à voix haute si un juge avait un jour besoin de comprendre pourquoi elle avait dressé un rempart autour de cet argent et très précisément qui elle avait voulu laisser dehors. Ma mère avait signé les documents de fiducie sans jamais lire au-delà du paragraphe lui donnant accès au compte. Elle avait vu les mots « cofiduciaire » et « versement » et s'était simplement dit « à moi de gérer ». Elle n'avait jamais imaginé un seul instant que la femme discrète qui rédigeait ces papiers tressait en même temps, de cette même main appliquée, une corde pour la pendre. « Votre grand-mère ne faisait pas confiance à votre mère, dit Karen. Mais elle l'aimait assez pour lui laisser un vrai choix. La fiducie permettait à Diane d'être honnête. Elle a choisi chaque mois pendant 4 ans de ne pas l'être. Chaque retrait était une décision prise de sa propre main. C'est ce qu'un juge verra. Pas une erreur, mais un système. Ils diront que je suis incapable, ai-je remarqué. C'est toute leur manœuvre. Si je ne peux pas gérer mes affaires, rien du reste n'a d'importance puisque je ne peux rien entreprendre. C'est exactement pour cela, dit Karen, que nous allons faire 2 choses. D'abord, nous allons obtenir votre autorisation médicale et votre attestation cognitive. Une évaluation neuropsychologique complète versée au dossier qui stipule clairement que Willa Thatcher est capable de gérer ses propres affaires. Cette évaluation est un mur que sa demande de tutelle ne pourra pas franchir. Ensuite, je vais déposer notre propre requête. En tant que fiduciaire remplaçante, je demanderai la révocation de vos cofiduciaires pour manquement à leurs devoirs fiduciaires. J'exigerai une reddition complète de chaque dollar et je ferai geler le compte afin qu'il ne puisse plus transférer un seul centime. Elle a marqué une pause. Et je peux porter les 2 affaires devant le même juge, le même jour, le 22. Le jour même qu'ils ont choisi pour vous enterrer. Nous serons prêtes, et ils ne le seront pas. Je me suis permis d'imaginer la scène un instant. Ma mère entrant dans une salle d'audience en s'attendant à me mettre en terre. Et trouvant la tombe déjà creusée de l'autre côté. Il y a un risque, ajouta Karen, car elle était honnête jusqu'au bout des ongles. Si votre rétablissement marque le pas, si vous faites une rechute. Si les médecins refusent de signer votre certificat d'aptitude à temps. Alors sa requête paraîtra soudain solide et la nôtre prématurée. Tout repose sur le fait que vous alliez assez bien, assez vite. Pour vous tenir debout dans cette pièce et être incontestable. C'est très serré, Willa. Je ne vais pas vous mentir en prétendant le contraire. Alors j'irai assez bien. Ai-je répondu. Avant de partir ce soir-là, Karen a sorti une dernière chose de sa serviette. L'a posée face contre mon plateau et y a laissé reposer sa main un instant avant de la retirer. Votre grand-mère a écrit ceci pour vous, dit-elle. Pas pour un juge. Pour vous. J'attendais que vous soyez assez forte. Je pense que vous l'êtes désormais. C'était une lettre, 2 pages dans cette écriture que je connaissais comme mon propre pouls. J'ai obligé Karen à rester pendant que je la lisais. Car je n'étais pas sûr de pouvoir y faire face toute seule. Willa, commençait-elle, si tu lis ceci, c'est que ce que je craignais est arrivé. Et qu'ils t'ont obligé à te battre pour ce qui t'appartenait déjà. Je suis désolé de n'avoir pas pu t'épargner cela. J'ai essayé de bâtir le mur assez haut. Mais je ne pouvais pas faire de ta mère une femme différente. Et je ne pouvais pas faire de toi une fille qui réclame son dû. Et Dieu sait que j'ai essayé les 2. Je me suis arrêté. J'ai respiré. J'ai continué. Tu avais 9 ans la première fois que j'ai compris. Ta mère avait acheté à Sabrina toute une garde-robe neuve et t'avait dit d'être reconnaissante pour les vieux vêtements qu'on te laissait. Et tu l'as été. Tu l'as remercié.
Tu n'as jamais une seule fois demandé plus. Et je t'ai regardé. La remercier. Et j'ai pensé. Cet enfant accordera à tout le monde autour d'elle un bénéfice du doute qu'elle ne s'accordera jamais à elle-même. Et j'ai décidé à ce moment précis que tout ce que j'avais irait à la seule personne de cette famille qui ne prendrait jamais une chose qu'elle n'avait pas méritée. Parce que c'est auprès d'elle qu'on met l'argent en sécurité. Oui là. Pas auprès de celui qui s'empare de tout, mais de celui qui sait lâcher prise. Les dernières lignes, je ne les ai partagées avec personne et je ne les partagerai pas ici non plus. Car certaines choses qu'écrit une grand-mère ne sont destinées qu'à une seule paire d'yeux. Mais je les ai lues 3 fois, puis j'ai plié la lettre. Et j'ai compris une chose que j'avais mis 36 ans à ne pas voir. Ce que ma famille avait considéré comme mon défaut, que je ne demandais rien, n'avait besoin de rien, ne faisait aucun bruit, était la raison exacte pour laquelle une femme au regard clair m'avait aimé. Toute ma vie, on m'avait dit que ma discrétion était de la faiblesse. Elle l'avait vue avec justesse, comme la seule chose digne de confiance dans la pièce. Elle savait, dis-je. Elle savait tout depuis le début, et elle a simplement bâti son plan en conséquence. Oui, répondit doucement Karen. Elle a passé la dernière année de sa vie à s'assurer qu'il ne pourrait pas achever ce qu'il avait commencé. Demain, vous terminez cela pour elle. J'ai dormi 2 heures cette nuit-là, mais j'ai dormi en serrant la lettre. Et c'était la première chose en 4 ans qui me donnait le sentiment d'avoir une famille. J'aimerais pouvoir vous dire que la suite a été simple. Ce ne fut pas le cas. Les 9 jours qui ont suivi ont été l'épreuve physique la plus difficile que j'ai jamais traversée. Et tout a failli s'effondrer par 2 fois, une fois dans mon propre corps. Et une autre fois d'une façon que je n'avais absolument pas vu venir. J'ai commencé à marcher dans le couloir dès le lendemain matin. Une main sur le pied à perfusion. Denise à mes côtés prétendant qu'elle n'était pas prête à me rattraper. 10 pas jusqu'à la fenêtre. Puis 20 jusqu'au poste des infirmières et retour. Ma poitrine hurlait à chaque inspiration. Je comptais les tiges pour tenir le coup. Renoncule, eucalyptus, renoncule. Le même rythme que je comptais quand je m'étais effondré sur le sol. Nora s'occupait de la boutique et m'apportait en douce de la vraie nourriture. Karen venait absolument chaque soir et m'entraînait comme un témoin à la barre. Comment répondre, comment ne pas répondre? Comment garder une voix neutre et posée quand ma mère tenterait de me briser devant le juge car elle essaierait, et cette cassure serait précisément son objectif. Elle dira que vous êtes instable, prévenait Karen, à cran. Fragile. Elle déballera chaque année difficile de votre passé pour s'en servir de preuve. Elle tentera de transformer toute votre vie d'épreuve en démonstration que l'on ne peut pas vous confier. Le don de votre grand-mère. Ne lui donnez pas la réaction dont elle a besoin. Plus vous serez calme, plus son mensonge devra se faire bruyant. Laissez-la être celle qui s'emporte. Puis, le 4e jour, ma mère a lancé sa première attaque directe contre moi. Et celle-ci, elle l'a portée là où je ne pouvais pas la voir venir. Je reprenais des forces, parcourant toute la longueur du service 2 fois par jour. Quand la boutique a menacé de s'effondrer sous mes pieds. Nora a appelé, et je pouvais entendre qu'elle avait pleuré. Oui là, ton propriétaire est passé. Monsieur Holloway. Dit-elle. Il a dit que ta mère l'a appelé. Elle lui a raconté que tu avais fait une dépression. Nerveuse, que tu n'étais plus apte à diriger une entreprise. Et que le bail devrait être transféré à un membre de la famille pour ta propre protection. La voix de Nora s'est brisée. Il se demande s'il doit garder le local. Oui là. La boutique. Je me suis assise lourdement sur le bord du lit d'hôpital. Ma mère avait trouvé la seule et unique chose que j'avais bâtie entièrement par moi-même. Le seul coin du monde qui m'appartenait et qui n'avait jamais été le sien. Et elle avait tendu la main pour l'étrangler. Non pas parce qu'elle voulait la boutique. Mais parce qu'une femme qui perd son gagne-pain a l'air incapable. Et qu'une femme qui a l'air incapable a besoin d'un tuteur. C'était encore la manœuvre de la mise sous tutelle, vêtue d'un habit différent.
Elle fabriquait de toutes pièces les preuves dont elle aurait besoin. Passe-moi monsieur Holloway au téléphone la prochaine fois qu'il vient, ai-je dit. Et Nora. Prends en photo chaque commande que nous honorons cette semaine, chaque livraison. Chaque dépôt. Nous allons documenter une entreprise qui fonctionne parfaitement bien pendant que ça. Propriétaire se remet d'une opération chirurgicale. D'accord? A chuchoté Nora. D'accord? Je peux faire ça. Ce soir-là. Je l'ai raconté à Karen. Et ses yeux sont devenus froids et perçants. Bien, a-t-elle dit. Écris tout. La date, le nom du propriétaire. Exactement ce qu'elle lui a dit. Elle vient de s'ingérer dans tes affaires en faisant de fausses déclarations sur ta santé. Quelques jours avant une audience d'aptitude qui lui profite financièrement. Ouïla. Vois-tu la tournure que cela prend? Chaque fois qu'elle essaie de t'atteindre, elle laisse une empreinte. Elle ne peut pas s'en empêcher. Elle n'a jamais eu besoin d'être prudente. De toute sa vie, car personne ne lui a jamais fait payer ses actes. C'était la première fois que je comprenais que la plus grande arme de ma mère, sa certitude absolue de l'emporter, était aussi ce qui allait la couler. Elle n'était pas prudente. La prudence était réservée aux personnes qui craignaient les conséquences. Elle n'en avait jamais rencontré. Il s'est avéré que le propriétaire avait connu ma grand-mère. Lorsqu'il a vu la semaine entière de commandes honorées. Et lorsque Karen lui a envoyé une lettre ferme sur papier à en-tête de son cabinet d'avocat, précisant que sa locataire était pleinement capable et que les allégations d'un certain membre de la famille faisaient l'objet d'un litige en cours. Monsieur Holloway m'a appelé lui-même pour s'excuser et m'a dit que le local était à moi aussi longtemps que je le souhaiterais. Un petit front venait de tenir bon. Le front suivant est venu d'une direction à laquelle je ne m'attendais pas. Trevor, le mari de Sabrina, m'a appelé. Il ne m'avait pas appelé une seule fois en 8 ans de présence dans la famille. Il dirigeait une entreprise de construction. Du genre qui se trouve toujours à un mauvais trimestre de la faillite. Et il a commencé par un maladroit « Salut. Comment tu te sens ?» avant d'en venir au fait en moins d'1 minute. Ta mère a mentionné qu'il y avait une affaire juridique, a-t-il dit. Avec l'argent de grand-mère. Et enfin, écoute, Willa, je ne veux pas me mettre au milieu, mais ce compte. Il nous a en quelque sorte soutenus, beaucoup d'entre nous. Tu sais. Diane nous a tirés de plusieurs situations délicates. Si tout est gelé. C'est un vrai problème pour moi. Pour le bébé, même. Je suis resté parfaitement immobile. Une autre pièce venait de se mettre en place. Karen m'avait montré un retrait que je n'avais pas compris, 40 000 $ il y a 2 ans. Avec la mention « prêt » sur le libellé. À présent, je comprenais. L'argent de ma grand-mère n'avait pas seulement acheté un bateau et un jardin. Il avait discrètement renfloué l'entreprise défaillante de mon beau-frère. Ce qui représentait la maison de ma sœur. Ce qui signifiait que toute la structure scintillante de leur vie dorée reposait en réalité sur la fiducie qui était censée être la mienne. Trevor, ai-je dit? Tu as pris 40 000 $ de l'argent de ma grand-mère. Silence. Puis une réaction défensive et rapide. C'était entre Diane et moi. Elle a dit que c'était bon. Elle a dit que c'était l'argent de la famille. Cela n'a jamais été l'argent de la famille, ai-je répondu. Il n'y avait qu'un seul nom dessus. Le mien. Tu as simplement évité de demander à qui il appartenait. Il a raccroché, mais il m'avait appris quelque chose de précieux sans le vouloir. Le nombre de personnes qui avaient besoin que je reste insignifiante. Silencieuse et hors du chemin était plus grand que je ne le pensais. Et chacune d'elles croyait tellement au mensonge qu'elle me le répétait en face. Ma mère ne s'était pas contentée de me voler. Elle avait bâti toute une économie de personnes qui dépendaient de la poursuite de ce vol. Et une économie de cette taille ne s'effondre pas avec élégance, elle panique.
J'ai noté la date, le nom de Trevor et le montant de 40 000 $. Et je les ai donnés à Karen ce soir-là. Elle les a ajoutés au dossier qui devenait, page après page, le portrait le plus fidèle de ma famille que quiconque ait jamais constitué. Mais ma mère n'en avait pas fini. Et mon propre corps était sur le point de me trahir plus durement qu'elle n'aurait jamais pu le faire. Cela s'est produit le 6e jour, et cela a failli tout anéantir. J'avais pris trop d'assurance. Je me sentais forte. J'ai parcouru le service 4 fois ce matin-là au lieu de 2. Puis j'ai recommencé l'après-midi, forçant mes limites parce que l'audience avait lieu dans 6 jours et que je devais être irréfutable. Et au cours de ce 4e tour, ma poitrine s'est serrée. La douleur aveuglante est revenue en force et je me suis effondré contre le mur pendant qu'une infirmière criait à l'aide. Mon poumon s'était partiellement affaissé à nouveau. Pas entièrement, mais suffisamment. Assez pour me remettre sous oxygène. De nouveau sous haute surveillance. De nouveau dans un lit que je n'avais pas le droit de quitter. Le médecin, un homme bienveillant et prudent, confrère du docteur OY, s'est assis près de mon lit et a prononcé les mots que je redoutais le plus. Mademoiselle Thatcher, je sais que vous avez des obligations, mais en toute conscience. Je ne peux pas vous autoriser à faire le moindre effort pour le moment. Et si vous avez une quelconque procédure judiciaire à venir, je vous conseille de la reporter. Votre corps a besoin de semaines, pas de jours. Reporter. Je suis resté allongé là, sentant toute la situation m'échapper. Si je reportais, la requête de ma mère serait examinée contre une femme incapable de quitter un lit d'hôpital. Si j'avais l'air faible, je lui donnais raison. Tout le piège tendu par ma grand-mère, la clause de destitution, la reddition de compte, la lettre. Rien de tout cela n'avait d'importance si je ne pouvais pas me tenir debout dans cette salle. Prouver que j'étais indemne. J'avais été tellement concentré sur les manœuvres de ma mère que j'en avais oublié la façon la plus simple de perdre mon propre poumon qui me lâchait au pire moment possible. Ce fut le point le plus bas que j'ai atteint, pire encore que les soins intensifs. Aux soins intensifs, j'ignorais pourquoi je me battais. À présent, je le savais exactement, et je sentais que tout m'échappait. Karen est venue ce soir-là et m'a trouvé face au mur. Ils veulent que je reporte. Ai-je dit. Je ne peux pas rester debout assez longtemps pour convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Elle va gagner parce que mon corps m'a lâché après tout ce que grand-mère a fait. Ma voix s'est brisée. Je ne suis même pas capable de faire cette unique chose. Karen est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a approché la chaise et a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle m'a pris la main. Écoute-moi, a-t-elle dit. Tu n'as pas besoin d'être forte dans cette salle d'audience. Tu dois être vraie. Il y a une différence. Et ta grand-mère le savait. Et c'est l'unique raison pour laquelle elle t'a choisi. Une audience de mise sous tutelle n'est pas un test pour savoir si tu peux courir un marathon. C'est un test pour vérifier que ton esprit t'appartient. Et ton esprit. Où il a. Est la chose la plus lucide de cet hôpital. Nous n'avons pas besoin que tu entres sur tes 2 jambes comme un soldat. Nous avons besoin que le docteur OY te regarde dans les yeux et ne voit personne d'autre que toi aux commandes. Cela. Nous pouvons le faire depuis un fauteuil roulant. Nous pouvons le faire depuis ce lit s'il le faut. Je me suis tourné vers elle. Tu as bâti une vie à partir de rien alors qu'il te disait que tu n'étais rien. A-t-elle poursuivi. Tu vas bâtir une dernière chose. Et ensuite tu seras débarrassé d'eux pour de bon. Mais pas en prétendant avoir un corps que tu n'as. Pas en étant l'esprit en qui elle a eu confiance. Est-ce que tu me comprends? J'ai compris. Lentement, j'ai compris. Le plan n'avait pas besoin que je sois guéri. Il avait besoin que je sois irréfutable. Et le fait d'être irréfutable n'avait jamais résidé dans mes poumons.
Cela résidait dans un endroit qu'il n'avait jamais pu atteindre. D'accord, ai-je dit. En fauteuil roulant. Alors. En fauteuil roulant, a acquiescé Karen. Et le sol qui se dérobait sous mes pieds s'est stabilisé. Ce soir-là, j'ai fait une chose que Karen ne m'avait pas demandé de faire. J'ai appelé ma mère, non pas pour l'accuser, mais pour vérifier quelque chose. Je voulais entendre le mensonge une fois de plus à voix haute. Maintenant que je connaissais la forme de la vérité cachée dessous. Elle a répondu dès la deuxième sonnerie. D'une voix des plus chaleureuses. Oui là. Ma chérie. Comment te sens-tu? J'ai pensé à grand-mère. Ai-je dit. À ce qu'elle a laissé. Je n'ai jamais vraiment compris. Est-ce qu'il y a jamais eu quelque chose pour moi? Une pause. Puis une réponse fluide comme de l'eau sur une pierre. Oh, ma chérie. Tu sais que maman n'a pas laissé grand-chose. Et tu sais comment tu es avec l'argent. C'était mieux. Ainsi, de me laisser gérer. Tu as déjà bien assez de soucis. Tu sais comment tu es avec l'argent. C'était là, 4 ans plus tard, inchangé, prononcé sans la moindre hésitation. Elle l'avait répété tant de fois qu'elle ne s'entendait même plus le dire. J'ai fermé les yeux et j'ai senti la dernière part vulnérable en moi, celle qui aurait voulu. Même encore maintenant, se tromper à son sujet, devenir silencieuse, froide et enfin libérée. Merci. Maman? Ai-je dit. C'est bien ce que je pensais. J'ai raccroché. Dans 2 jours, un juge allait lire un chiffre à voix haute, 512 000 $. Et je savais déjà exactement quelle phrase cela allait briser net en deux. Elle me l'avait fourni elle-même, une dernière fois pour la route. Si votre propre corps vous a déjà lâché au moment précis où vous en aviez le plus besoin. Et que vous avez dû puiser en vous cette chose qui ne dépend nullement du physique. Alors restez avec moi, car c'est ici qu'elle est allée trop loin. Et c'est le début de la fin pour elle. 6 jours avant l'audience, un samedi, ma mère est venue à la boutique. Je n'y étais pas. J'étais encore à l'hôpital, mais Nora y était, et elle m'a appelé en tremblant. Et cette fois, ce n'était pas de la tristesse dans sa voix. C'était quelque chose de plus proche de la stupéfaction. Ma mère avait fait irruption chez le jardin de Ruth, dans son manteau crème pendant le coup de feu du samedi, devant une douzaine de clients, et s'était mise en scène. C'est le seul mot qui convienne. Elle avait pleuré à chaudes larmes sur sa pauvre fille effondrée. Elle avait raconté à toute la boutique qu'elle était là pour maintenir le commerce en vie pendant que Willa en était incapable. Elle a tenté de passer derrière la caisse qu'en aura, que Dieu la bénisse. S'est interposée et a dit calmement, c'est Willa qui gère cette boutique. Elle s'en sort très bien et je pense que vous devriez partir. Le masque de ma mère a glissé pendant exactement 1 seconde devant tout le monde. C'est le commerce de ma famille. A-t-elle répliqué sèchement. Cette fille n'aurait rien sans moi. Puis elle s'est souvenue du public, les larmes sont revenues et elle est partie. Mais une douzaine de clients en avaient été témoins. 2 d'entre eux ont laissé spontanément leurs coordonnées à Nora en disant. Si cela devait aller plus loin, nous témoignerons de ce que nous avons vu. Ma mère était montée d'un cran, et à chaque surenchère, elle le faisait avec gravité. Pas seulement plus fort, mais pire encore. S'immisçant davantage dans ma vie devant toujours plus de monde. Et chaque fois qu'elle laissait des témoins. Alors qu'elle pensait monter un dossier prouvant mon incapacité. Elle ne faisait en réalité que bâtir le mien. La veille au soir, j'avais tenté une dernière fois avec mon père. Il était venu seul à l'hôpital. La seule fois de toute cette épreuve où il a fait quoi que ce soit tout seul. Officiellement pour m'apporter un chargeur de téléphone. Il se tenait près de la fenêtre comme il l'a toujours fait, cherchant la sortie du regard. Papa, ai-je dit, tu as signé les retraits. Tous sans exception.
J'ai vu ta signature sur l'argent de grand-mère. Sa mâchoire s'est contractée. Pendant un instant, un vrai instant, j'ai cru voir quelque chose se briser derrière ses yeux. Il paraissait plus vieux que je ne l'avais jamais vu. C'était plus facile, a-t-il fini par dire? De laisser ta mère décider. C'était toujours plus facile. Il a posé le chargeur sur le plateau. Ce n'est pas une mauvaise personne. Oui là. C'est juste. Elle s'est mis en tête il y a longtemps que tu n'avais pas besoin d'autant. Que tu étais la plus forte, et que Sabrina avait tellement besoin d'aide. J'avais 9 ans. Ai-je répondu. Je n'ai pas choisi d'être la plus forte. Vous avez fait de moi la plus forte parce que cela vous coûtait moins cher. Il n'a rien répondu à cela. Il ne le pouvait pas. Il m'a regardé longuement et j'ai attendu, car une partie de moi. Cette part de l'enfant de 9 ans qui appelait encore un téléphone qui ne sonnait jamais. Attendez qu'il me choisisse enfin plutôt que la facilité. Il a dit, j'espère que tout va s'arranger. Ma grande. Et il est parti. C'était mon père. Même tout à la fin, face au carrefour, il a choisi la sortie. Et j'ai cessé d'attendre, à cet instant précis. Un homme qui avait fait du refus de choisir la trame même de son existence. Ce fut la dernière fois que j'ai espéré quoi que ce soit de lui. Et laisser mourir cet espoir a été, étrangement, l'une des choses les plus bienveillantes que je me sois jamais accordée. Puis, 3 jours avant l'audience, ma mère a commis le geste qui l'a anéanti. Et pendant une nuit terrible, j'ai cru que c'était moi qu'elle avait détruite. Elle savait désormais que j'avais fait appel à une neuropsychologue. Une infirmière avait dû mentionner l'évaluation du docteur OAY. Car une fille reconnue capable représente un obstacle fatal pour une mise sous tutelle. Alors, ma mère a fait ce qu'elle a toujours fait lorsqu'une histoire cessait de tourner en sa faveur. Elle l'a réécrite par un simple coup de fil. Elle a appelé le service social de l'hôpital pour signaler qu'elle était gravement inquiète pour mon état mental, que j'avais un comportement erratique, paranoïaque. Que je portais des accusations délirantes affirmant que ma famille me volait. Qu'elle craignait que je ne sois un danger pour moi-même et que j'avais besoin d'un internement psychiatrique sous contrainte. Elle a employé les termes cliniques exacts qui déclenchent une évaluation formelle. Ma mère faisait toujours ses devoirs lorsque la récompense en valait la peine. Un internement psychiatrique inscrit de force dans mon dossier médical 3 jours avant une audience d'aptitude aurait signé la fin de tout. Sa requête aurait été acceptée d'office. Je l'ai découvert lorsqu'une jeune assistante sociale, tenue de donner suite à un tel signalement, est entrée dans ma chambre avec un porte-bloc et d'une voix très prudente m'a demandé comment j'allais vraiment et si j'avais l'impression que les personnes de mon entourage cherchaient à me nuire. J'ai compris en environ 4 secondes ce qui s'était passé et à quel point j'étais passé près de tout perdre. Voici le piège le plus sournois de toute cette histoire. Pendant une longue et glaciale minute, assise dans ce lit avec le porte-bloc d'une inconnue entre nous, j'ai cru qu'elle avait gagné. Qu'elle gagnerait toujours. Que le monde regarderait une femme tremblante et amaigrie prétendant qu'on lui avait volé un demi-million de dollars et qu'un complot de mise sous tutelle se tramait en secret. Et qu'il croirait plutôt la mère posée, bien habillée dans son manteau crème. Comme tout le monde l'avait toujours cru. J'ai senti mon ancien sentiment d'insignifiance refluer en moi comme de l'eau dans un poumon perforé. J'avais de nouveau 9 ans. Et puis je me suis souvenu de ce que Karen m'avait dit, plus tu es calme, plus son mensonge devient flagrant. Alors je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas emporté contre ma mère. Ce qui est exactement ce qu'une personne paranoïaque et instable ferait. J'ai regardé cette jeune assistante sociale et j'ai gardé une voix aussi étale qu'un lac sans vent. Je comprends pourquoi vous êtes là. Ai-je dit. Et je souhaite que vous fassiez votre travail de manière approfondie. Car c'est précisément ce qui me protégera. J'ai une évaluation neuropsychologique prévue demain matin avec le docteur OAY. J'aimerais que vous receviez ces résultats directement d'elle. Et je voudrais
Vous donnez le nom de mon avocate, Karen Val, qui pourra vous fournir un certain contexte expliquant pourquoi un membre précis de ma famille voudrait me faire déclarer instable au cours de cette semaine en particulier. Le stylo de l'assistante sociale s'est arrêté net. Un contexte? A-t-elle demandé. Il y a une fiducie? Ai-je répondu. De 500 000 $. J'en suis l'unique bénéficiaire. Mes parents la vident depuis 4 ans et une audience de mise sous tutelle a lieu dans 3 jours. J'ai tous les documents. Prenez des notes. Vous allez en avoir besoin. Je lui ai tout raconté, calme comme une eau dormante. Et j'ai vu son visage passer de la simple obligation professionnelle à l'attention. Puis à quelque chose de proche de l'inquiétude. Non pas envers moi, mais devant l'ampleur de ce que je décrivais. Lorsqu'elle a quitté ma chambre 40 minutes plus tard. Elle ne repartait pas avec une demande d'internement psychiatrique. Elle repartait avec une déposition de témoin, sans s'en rendre encore tout à fait compte. L'évaluation du docteur OAY le lendemain matin a duré 3 heures. Mémoire, raisonnement, jugement, orientation. J'ai répondu à chaque question. À la fin, elle a ôté ses lunettes, s'est frotté l'arête du nez et a déclaré. Mademoiselle Thatcher, à titre officieux. Vous êtes l'une des patientes les plus lucides que j'ai évaluées cette année. À titre officiel. C'est exactement ce que j'ai l'intention d'écrire. Ce fut le jour où le sol a définitivement cessé de se dérober pour devenir de la pierre sous mes pieds. Car la manœuvre de ma mère pour me faire interner n'avait pas seulement échoué. Elle venait de nous offrir un cadeau. Et Karen savait exactement quoi faire d'un tel cadeau. Elle a créé une preuve matérielle, m'a dit Karen ce soir-là. Et il y avait quelque chose de presque féroce et de joyeux dans son calme d'avocate. Elle a téléphoné à un hôpital et a fait de fausses déclarations sur ta santé mentale 3 jours. Avant une audience de mise sous tutelle qui lui profite financièrement. Ce n'est pas simplement une tentative ratée, oui là. C'est un acte de manipulation documenté, daté, sorti de sa propre bouche. Que je peux déposer sous les yeux du juge. Ta mère vient de nous livrer son mobile sur un plateau d'argent. Elle ne peut s'empêcher de s'en prendre à toi, et chaque coup laisse une trace. Pendant ces 2 derniers jours, Karen a multiplié les appels téléphoniques pendant que je me reposais. Elle a retrouvé les 4 invités de la fête qui avaient vu ma mère se porter volontaire pour s'occuper de sa pauvre fille incapable. Et un par un, discrètement, elle a recueilli leurs témoignages. Non pas en les convainquant de quoi que ce soit, mais simplement en leur demandant ce qu'ils avaient entendu et en le consignant par écrit. Il s'est avéré que 2 d'entre eux avaient ressenti un malaise lors de cette fête sans parvenir à mettre le doigt dessus. Une mère en deuil pour un enfant hospitalisé ne sourit pas devant la table des desserts. Il l'avait remarqué. Les gens remarquent toujours plus de choses qu'un menteur ne le suppose. Ils restent simplement polis jusqu'à ce que quelqu'un finisse par leur poser la question. La veille au soir de l'audience, la serviette en cuir de Karen avait pris de l'épaisseur. La fiducie, les relevés de compte, les signatures, le virement bancaire, la requête pré-remplie. Le rapport d'incident de l'hôpital, l'évaluation du docteur OAY, 4 déclarations de témoins. Un propriétaire, les 40 000 $ d'un beau-frère, et par-dessus tout cela. La lettre de ma grand-mère comme un couvercle scellant le pot. À l'autre bout de la ville, ma mère pensait que j'étais une femme effrayée clouée dans un lit. Elle s'apprêtait à entrer dans une salle pour y rencontrer la version de moi que sa propre mère avait vu venir des années avant elle. L'échiquier était désormais en place et, pour la première fois, la configuration entière était visible pour vous, pour moi, pour Karen. Pour une assistante sociale intégrée, pour un médecin honnête. Ma mère ne voyait toujours rien. C'était là toute la beauté de la chose, et cela a duré jusqu'à la toute dernière minute. Elle croyait que son appel au service social avait fait son effet et m'avait déstabilisé. Elle me croyait acculé, terrifié, à quelques jours d'être déclarée inapte. Mise sous tutelle et écartée du monde. Elle n'avait aucune idée que chaque coup porté contre moi était soigneusement consigné dans un
Dossier portant son propre nom. Elle m'a envoyé un message la veille de l'audience. Niais-le, cette fois. De cette douceur manipulatrice avec laquelle j'avais été élevé et que j'aurais pu reconnaître en dormant. Ma chérie. J'ai tellement pensé à toi. Tu es dépassée par les événements. Et ce n'est pas grave. Personne ne t'en veut. Laisse-moi te soulager de certaines choses pendant que tu te remets. La boutique. Les factures, les décisions médicales. Tout. Viens t'installer avec nous pour que je puisse m'occuper de toi. Signe juste quelques papiers. Pour que je sois en mesure de t'aider. C'est tout ce que c'est. Nous t'aimons tellement. Signe juste quelques papiers pour que je sois en mesure de t'aider. À la veille de ce 22, j'ai fixé ce message pendant un long moment. Tout l'engrenage était là, déguisé en amour maternel. Rentre à la maison. Laisse-moi t'aider. Signe ici. C'était exactement le ton avec lequel j'avais grandi. Celui qui faisait passer le fait de me dépouiller pour un acte de générosité. Et j'y avais succombé à chaque fois, tout au long de ma vie. Parce que lorsqu'on meurt de faim, on appelle le poison un festin et l'on remercie la personne qui vous le sert. Pas cette fois. J'ai répondu, c'est tellement gentil. Maman. Parlons de tout cela lors de la réunion de famille. Karen a suggéré que nous nous asseyions. Tous ensemble. Les 3 points sont apparus. Ont disparu. Sont réapparus. C'est qui? Karen? J'ai éteint mon téléphone. Je n'ai jamais vu le visage de ma mère au moment précis où elle a lu le nom de la femme en qui sa propre mère avait le plus confiance. La femme qui était assise chaque soir sur la chaise de ma chambre d'hôpital pendant que Diane allumait la mèche d'un Canon. Je ne l'ai pas vue ce jour-là. Je ne fais que l'imaginer. Je l'imagine très souvent. C'est l'un de ces petits réconforts chaleureux que je garde dans un tiroir et que je ressors quand j'en ai besoin. La veille de l'audience, Karen a tout récapitulé une dernière fois. Et puis elle a dit une chose à laquelle j'ai repensé presque chaque jour depuis. Demain, il ne s'agit pas d'argent. A-t-elle dit. Tu dois entrer dans cette salle en sachant que l'argent n'est que la preuve. Ce que ta grand-mère t'a réellement laissé n'a jamais été 500 000 $. C'était le moyen d'être enfin cru. Elle savait que tu ne prendrais jamais rien à personne de toute ton existence. Et c'est précisément pour cela qu'elle t'a confié tout ce qu'elle possédait. C'est ce que ta mère n'a jamais pu comprendre, pas une seule fois dans sa vie. Le fait de n'avoir aucun besoin de prendre est exactement ce qui rend une personne digne de recevoir. Ta grand-mère l'avait compris à ton sujet quand tu avais 9 ans. Demain. Une salle remplie d'inconnus va le comprendre aussi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là non plus. Mais c'était une insomnie différente. C'était le genre de veille que l'on vit la veille du jour où l'on a enfin le droit d'arrêter de fuir. L'audience avait lieu à 10 h du matin, le vendredi 22 du mois. Dans un petit tribunal de comté au radiateur qui claquait. Présidé par un juge nommé Harmon qui siégeait depuis 29 ans et qui, comme je l'apprendrai plus tard, avait enterré sa propre mère le printemps précédent. Je veux que vous vous représentiez la salle, car la salle fait tout. Des bancs en bois usés et polis, une lumière fluorescente crue. Ma mère et mon père d'un côté avec leur avocat. Un homme mielleux nommé puis dans un costume impeccable. Ma mère dans son manteau crème. Mon père dans le manteau gris qu'il portait aux enterrements. Sabrina dans le public, qui filmait jusqu'à ce que l'huissier lui ordonne de ranger son téléphone. Et moi, de l'autre côté. Dans un fauteuil roulant contre lequel je m'étais battu toute la semaine avant de finir par l'accepter, vêtu d'une simple robe bleu marine qui flottait sur moi car j'avais perdu 7 kilos. Mon tuyau d'oxygène dissimulé au regard. Assise aux côtés d'une femme aux cheveux argentés tenant une serviette en cuir. Ma mère a vu Karen et ne l'a pas reconnue. Bien sûr que non.
Elle n'avait jamais pris la peine d'apprendre le nom de la femme en qui sa propre mère avait le plus confiance. J'ai vu Diane se pencher et chuchoter quelque chose à Puis, et j'ai vu Puis hausser les épaules. J'ai compris alors que nous détenions toujours l'atout qui l'emporte à tous les coups. Ils ignoraient ce que contenait le dossier. Puis a commencé. Il était bon, il faut le lui reconnaître. Il a dressé un portrait parfait de moi, la fragile Willa, l'instable Willa, douce mais perturbée. Des antécédents documentés d'instabilité financière, un accident cardiaque catastrophique récent. Une mère dévouée qui ne désirait rien de plus que protéger son enfant malade du stress de décision. Que la pauvre fille n'était tout simplement pas en mesure de prendre. Il a désigné mon fauteuil roulant d'un geste de la main comme s'il s'agissait d'un argument décisif. Il a demandé au tribunal de nommer Diane comme tutrice d'urgence. Il a répété le mot « amour » tant de fois qu'il a fini par sonner comme un terme juridique. Ma mère s'est tamponnée les yeux sur commande. Elle avait toujours su pleurer sur commande. C'était le seul talent que nous n'ayons jamais partagé. Puis le juge Harmon a regardé par-dessus ses lunettes en direction de notre table et a dit : Il s'agit d'une requête de mise sous tutelle. Maître Val ? Je vois que vous avez déposé une motion concurrente dans cette même affaire. Je vous écoute. Karen s'est levée. Monsieur le juge. Ma cliente n'est pas l'objet de cette audience, elle en est la survivante. J'ai senti toute la salle se pencher en avant. Karen n'a pas haussé la voix, pas une seule fois. Elle ne le fait jamais. Elle a tout disposé méthodiquement, comme on dresse la table pour un grand dîner officiel. Un élément net à la fois, dans l'ordre. Et chaque pièce s'abattait sur ma mère comme une assiette brisée au sol. Willa Thatcher est l'unique bénéficiaire de la fiducie Ruth Callaway, a commencé Karen. Établie par Ruth Callaway avant son décès et dotée de 512 000 $. Une copie remise au greffier. Les requérants, Diane et Gerald Thatcher, en sont les cofiduciaires selon les termes exprès de cet acte. Il leur est formellement interdit d'utiliser ces actifs pour leurs bénéfices personnels. Une copie remise à Puis, qu'il a prise et dont le visage a commencé très légèrement à changer. Voici le relevé de compte initial de la fiducie. Une page. Voici son solde actuel, 183 000 $. Une page. Et voici la comptabilité complète des 329 000 $ retirés entre-temps. Chaque décaissement supérieur à 10 000 $ portant les signatures des deux cofiduciaires. Page après page après page. Et maintenant, Puis chuchotait avec insistance à ma mère. Et ma mère avait cessé de s'essuyer les yeux. Voici, a poursuivi Karen d'une voix parfaitement égale. Un virement bancaire daté de la semaine précédant le malaise de ma cliente. Prélevé sur le compte de la fiducie pour un montant de 18 000 $ au profit d'une société d'événementiel. La mention renseignée par la requérante elle-même indique. Fait de révélation du genre. Elle a posé la feuille délicatement, comme une carte à jouer. La requérante a dépensé la fiducie de sa fille inapte pour organiser une fête en l'honneur de son autre fille. Puis elle a assisté à cette fête au lieu de se rendre au chevet de son enfant hospitalisé. Et elle s'en est servie comme d'une tribune pour raconter à 200 témoins que Willa ne pouvait plus prendre soin d'elle-même. Nous disposons des dépositions signées de 4 de ces témoins. Nous avons la facture du traiteur. Et, monsieur le juge, nous avons ceci. Elle a déposé la requête de mise sous tutelle sur le bureau du greffier. La version pré-remplie, celle où mon nom figurait dans la case de la personne sous protection. Celle datée d'avant toute évaluation médicale. Cette requête, a affirmé Karen, a été rédigée et imprimée 6 jours avant même que l'audience d'aujourd'hui ne soit fixée. Alors que ma cliente était encore sous respirateur artificiel et ne pouvait absolument pas avoir été examinée par le moindre médecin. La requérante n'a pas réagi à une urgence médicale pour en conclure à contre-cœur qu'une tutelle était nécessaire. Elle a d'abord préparé la tutelle. Les pièces du dossier démontrent qu'elle était prête à faire déclarer sa fille incapable avant même de savoir si cette dernière allait vivre ou mourir.
Le radiateur a claqué dans le silence. Personne d'autre n'a émis le moindre son. Et enfin, monsieur le juge. La voix de Karen n'a pas monté d'un ton, mais s'est aiguisée comme une lame. Il y a 3 jours. La requérante a téléphoné au service social de cet hôpital et a fait de faux signalements concernant l'état mental de ma cliente, exigeant un internement psychiatrique 72 heures avant cette audience d'aptitude. Voici le compte rendu d'incident de l'hôpital avec la date et l'heure de son appel. Et voici l'évaluation neuropsychologique du docteur OAY réalisée le lendemain matin, attestant que ma cliente est pleinement saine d'esprit, orientée et entièrement capable de gérer ses propres affaires. Elle les a déposées côte à côte sur le bureau. La requérante ne craignait pas pour la santé mentale de sa fille, monsieur le juge. Elle avait besoin que le tribunal la craigne. Il y avait un témoin direct dans la salle, et Karen l'a appelé ensuite. Nora avait pris sa matinée à la boutique et portait une robe que je ne lui avais jamais vue. Elle était terrifiée. Elle agrippait la petite balustrade en bois comme si elle risquait de s'envoler. Mais elle a regardé le juge et a dit la vérité d'une voix simple et tremblante. Il y a 6 jours, Diane est entrée dans la boutique pendant le coup de feu du samedi, a raconté Nora, devant une douzaine de clients. Elle pleurait en affirmant que Willa ne pouvait plus s'occuper d'elle-même et qu'elle était là pour gérer le commerce. Puis elle a tenté de passer derrière la caisse. Quand je lui ai dit, c'est Willa qui gère la boutique et elle s'en sort très bien. Elle a cessé de pleurer net. Et elle a dit. Et je m'en souviens exactement, elle a dit. Cette fille n'aurait rien sans moi. Nora a dégluti. Puis elle s'est souvenue que les gens la regardaient. Elle a recommencé à pleurer et elle est partie. 2 clients m'ont laissé leurs coordonnées. Ils ont dit qu'ils témoigneraient de ce qu'ils avaient vu devant n'importe qui. Cette fille n'aurait rien sans moi. C'était la phrase la plus vraie que ma mère ait prononcée en 4 ans. Et elle l'avait dite par accident dans un magasin de fleurs, devant une pièce remplie d'inconnus qui m'appréciaient. Le juge a noté quelque chose. Ma mère a fixé Nora avec une expression que je ne lui avais jamais vue. La fureur particulière d'une personne qui voit un outil qu'elle a toujours su manipuler se retourner contre elle. Puis Karen a prononcé les mots qui ont mis le point final. Ruth Callaway a écrit une lettre. A-t-elle dit. Elle ne devait être lue que si un tribunal venait un jour à se demander pourquoi elle avait conçu cette fiducie de cette manière. Avec l'autorisation du tribunal. J'aimerais en lire une seule ligne à voix haute. Le juge Harmon a hoché lentement la tête. Je vous en prie. Maître. Karen a déplié une unique page écrite de la main de ma grand-mère. Je me suis cramponné aux accoudoirs du fauteuil roulant, et elle a lu. Ma fille Diane n'a jamais demandé une seule fois de sa vie ce dont Willa avait besoin. Elle a seulement demandé ce que Willa possédait. C'est pourquoi je donne tout à l'enfant qui ne m'a jamais rien demandé. J'ai entendu ma mère émettre un bruit que je ne l'avais jamais entendu faire en 36 ans. Pas un sanglot, une sorte de craquement, comme une poutre qui cède à l'intérieur d'une maison. Et voici ce qui caractérisait ma mère, ce qui l'a condamnée sans appel, même à cet instant. Même avec chaque élément étalé sur la table sous les yeux de toute la salle. Elle n'a pas pu s'empêcher d'être celle qu'elle avait toujours été. Elle s'est levée. Puis a attrapé sa manche. Mais elle s'est dégagée d'un coup sec. Cet argent était censé être pour la famille. A-t-elle crié à la cantonade, au juge, au banc? À personne en particulier. J'ai élevé ces filles. J'ai mérité cet argent. Willa ne sait même pas quoi faire de l'argent. Elle loue une chambre au-dessus d'une laverie. Elle allait forcément tout gâcher. Ma mère a été manipulée sur la fin par cette femme. Elle a pointé un doigt accusateur vers Karen. Tout le monde sait que Willa était sa petite préférée. Cela n'a jamais été juste. J'ai tout fait. Et elle obtient tout.
Madame Thatcher, a dit le juge Harmon. Elle ramène toujours tout à elle. Même maintenant. Même ici. Elle le fait encore. Madame Thatcher. La voix du juge est tombée comme un coup de marteau avant même que le bois ne résonne. Vous en avez assez dit. Et vous avez tout consigné au procès-verbal. Ma mère est restée là, dans son manteau crème, respirant lourdement. Et elle a cherché du regard dans la salle les visages qui avaient toujours systématiquement pris son parti. Mon père fixait la table. Sabrina avait les deux mains plaquées sur la bouche. Puis s'était physiquement écartée de sa propre cliente. Il n'y avait plus personne. Pour la première fois de toute sa vie. Diane Thatcher jouait la comédie de ses griefs devant une salle comble. Et la salle n'a pas applaudi, elle s'est contentée de la regarder. Si vous avez déjà vu quelqu'un se faire enfin démasquer pour ce qu'il a toujours été. Et que vous avez ressenti non pas un triomphe à proprement parler. Mais un soulagement immense et vertigineux. Alors vous connaissez déjà ce que j'ai éprouvé dans ce fauteuil roulant. Et si une version de cette histoire vous est déjà arrivée? Si vous avez déjà dû vous asseoir dans une pièce austère et laisser la vérité accomplir le travail. Que votre propre voix n'avait jamais été autorisée à faire. J'espère que vous m'en parlerez dans les commentaires. Je les lis. Je lis absolument chacun d'entre eux, car pendant la majeure partie de ma vie, personne n'a jamais cherché à me lire. Le juge Harmon a ordonné une brève suspension de séance. À son retour, il n'a pas traîné. Il a rejeté la requête de mise sous tutelle dans son intégralité. Actant l'évaluation du docteur OAY au procès-verbal et qualifiant le calendrier de la requête de profondément troublant pour ce tribunal. Il a fait droit à la motion de Karen dans sa totalité. Il a révoqué Diane et Gérald Thatcher de leur fonction de cofiduciaire pour manquement à leur obligation fiduciaire, a nommé Karen Val unique administratrice fiduciaire remplaçante. A ordonné une reddition complète de chaque dollar sorti du compte et a gelé la fiducie pour empêcher tout nouveau retrait. Enfin, il a transmis l'intégralité du dossier et les retraits illicites. Le faux signalement à l'hôpital. L'ensemble documenté des faits au service du procureur du comté pour examen d'éventuelles poursuites civiles et pénales. La restitution des 329 000 $, a-t-il précisé, serait poursuivie par tous les moyens à la disposition de la justice. Il m'a regardé avant de se lever. Un bref instant. Par-dessus ses lunettes. Mademoiselle Thatcher, a-t-il dit. Votre grand-mère semble avoir été une très fine observatrice de la nature humaine. C'était le cas. Ai-je répondu. Ce fut la seule fois de la journée où ma voix trembla, et j'ai laissé ce tremblement exister. Car il appartenait à Ruth et à personne d'autre dans cette pièce. Ma mère ne m'a pas regardé en partant. Mon père, si. Il s'est arrêté au bout de l'allée, pendant un instant suspendu. J'ai cru qu'il allait enfin prononcer les mots qu'il fallait. 4 ans et 300 000 $ trop tard, il a dit. Tu n'étais pas obligé de faire ça comme ça. Comme ça. Comme s'il avait jamais existé une manière plus douce de survivre à leur emprise. Je ne lui ai pas répondu. J'avais passé ma vie entière à leur répondre, à arrondir les angles. À rendre l'atmosphère confortable pour des gens qui m'avaient vidé de ma substance. J'en avais fini de me consumer ainsi. Et ne pas lui répondre, laisser ce silence s'installer là où venaient autrefois mes excuses. A été la première bouffée d'air libre que j'ai prise en tant qu'être humain à part entière. Sabrina m'a retrouvé sur les marches du tribunal. Elle versait de vraies larmes, pas celles de notre mère. Sa main reposait sur son ventre. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Oui là, je le jure devant Dieu. Je ne savais pas pour l'argent. Je pensais. Elle s'est arrêtée, a essuyé son visage. Je pensais que tu ne venais tout simplement pas parce que tu étais difficile. C'est ce qu'il disait toujours, que tu étais compliqué. Que tu avais blessé maman et que c'était pour cela que tu gardais tes distances.
J'ai regardé ma sœur, l'enfant gâté qui avait eu la voiture, le mariage et l'apport pour la maison. Qui avait filmé sa propre entrée dans ma chambre d'hôpital, et j'ai compris, debout dans le froid. Qu'elle n'était elle aussi qu'une histoire inventée par notre mère. Une histoire différente de la mienne, une cage plus dorée, mais une cage tout de même. On l'avait élevée dans la certitude qu'elle méritait tout. Précisément pour qu'elle ne s'avise jamais de demander d'où tout cela provenait. À sa manière privilégiée, on l'avait tenue à l'écart des questions, elle aussi. Tu aurais pu me le demander toi-même, ai-je dit. Une seule fois en 36 ans. Tu aurais pu simplement demander. Elle a grimacé. Je sais. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Je n'étais pas prête, et je ne suis toujours pas tout à fait certaine de l'être un jour. Mais j'ai ajouté, parce que c'était vrai. Ce bébé n'a pas à être élevé comme nous l'avons été. Tu as le pouvoir de briser la chaîne. 7. Par là dépend de toi, maintenant. Elle a hoché la tête, pleurant toujours. Ce n'était pas un pardon. C'était une porte entr'ouverte. Un simple interstice pour une version de ma sœur qui déciderait peut-être un jour de la franchir. C'était tout ce que j'avais la force d'offrir, et je l'ai donné. Puis j'ai laissé Karen me faire descendre la rampe, vers le reste de ma vie. Je ne suis pas retourné chez mes parents. Avec leur jardin financé par la fiducie et leur pelouse immaculée. Je suis rentré chez moi, dans mon appartement au-dessus de la laverie, qui m'appartenait. Chaque modeste mètre carré payé avec l'argent que j'avais gagné de mes propres mains. Le règlement de la fiducie s'est fait au cours des mois suivants. Le tribunal a ordonné la restitution des sommes. Mes parents ont refinancé la maison qu'ils avaient achetée en partie grâce à l'argent de Ruth. Et ont commencé, lentement et douloureusement, à rembourser. La procédure pénale a suivi son cours comme vont ces choses-là, c'est-à-dire avec lenteur. Mais elle avançait sûrement. Karen est restée administratrice de la fiducie, bien plus encore. Elle est simplement restée dans ma vie. Elle vient à la boutique presque toutes les semaines maintenant. Elle aime les renoncules. Elle se tient parfois sur le pas de la porte et regarde simplement la clochette au-dessus d'eux. L'entrée, et je sais qu'elle pense à une femme prénommée Ruth. Je n'ai pas touché à l'argent pendant longtemps. J'avais l'impression qu'il appartenait à ma grand-mère, pas à moi. Et j'ai dû apprendre la différence entre recevoir quelque chose et le mériter. Une leçon que toute ma famille avait comprise exactement à l'envers durant leur vie entière. Puis, à l'automne, j'ai fait la seule chose dont je savais, au plus profond de moi. Que ma grand-mère l'aurait voulu. J'ai acheté l'immeuble. Le jardin de Ruth n'est plus en location, il est à moi. Du sol au plafond, avec une serre en cours de construction sur le terrain vague à l'arrière. Des géraniums et de la terre humide. L'odeur exacte de son souvenir, ramenée délibérément, ramenée pour durer. J'ai embauché 2 femmes supplémentaires qui avaient, elles aussi, été qualifiées de « difficiles » par des familles qui ne supportaient pas d'être vues avec lucidité. Je les paie bien. Je leur confie la caisse sans les surveiller. La confiance, finalement, est une chose qui se transmet. Comme un savoir-faire, comme une fleur qui se ressème d'elle-même si on la laisse faire. Le « raté de la famille » possède désormais un immeuble et une serre. Au début, j'ai refait ce calcul encore et encore dans ma tête, comme on appuie sur un bleu. Maintenant, je n'en ai plus besoin. Le bleu a guéri. Le calcul reste là, paisiblement. Incontestable. Ma mère m'a écrit une lettre au printemps. 4 pages. J'ai lu le premier paragraphe. Il parlait de la difficulté que tout cela avait représenté pour elle. De l'injustice de la situation, à quel point elle avait été incomprise. Et j'ai compris qu'elle ne savait toujours pas ce qu'elle avait fait. Elle savait seulement qu'elle avait perdu. Je n'ai pas lu la suite. Certaines lettres ne sont pas des excuses. Elles ne sont que le gémissement que pousse une personne lorsqu'elle n'a plus rien à prendre et ne parvient pas à comprendre pourquoi les privilèges ont pris fin. Un dimanche de la fin de l'été. J'ai pris la voiture pour aller au cimetière avec un seau de renoncules blanches. Les mêmes fleurs qui s'étaient éparpillées sur le sol de la boutique le jour où je m'étais effondré.
La dernière chose que j'avais vue avant le noir complet. J'ai rempli le vase en pierre sur la tombe de ma grand-mère. Ruth Callaway. Bien-aimée. Elle avait choisi ce mot unique elle-même, à l'avance. Car elle avait appris depuis longtemps à ne faire confiance à personne d'autre pour la définir avec justesse. Je suis resté assise avec elle un moment. L'herbe était tiède. Quelque part au loin, une tondeuse tournait, ordinaire. Tu avais raison. Lui ai-je dit. Surtout. Sur moi. Le vent a fait bouger les fleurs. C'est tout. Juste le vent. Mais j'avais cessé d'avoir besoin de plus depuis longtemps. Le fait de n'avoir besoin de rien était la raison exacte pour laquelle elle m'avait choisi. Et elle avait passé ma vie entière à essayer de m'enseigner que ce n'était pas un défaut. C'était ce qui me rendait digne de confiance. C'était ce qui faisait de moi sa digne héritière. Je suis rentré chez moi, dans ce bâtiment qui porte mon nom sur l'acte de propriété. Et aucun autre. J'ai ouvert la boutique. La clochette a tinté au-dessus de la porte. Celle dont un client avait dit un jour qu'elle résonnait comme celle d'une église. Et pour la première fois de toute mon existence, lorsque mon téléphone s'est allumé sur le comptoir, je n'ai pas senti tout mon corps se crisper à l'idée qu'on allait me reprocher d'exister. C'était juste Nora qui me demandait s'il fallait recommander de l'eucalyptus. Il en fallait. Il en faut toujours. C'est un problème réjouissant que d'être à court de quelque chose parce que les gens continuent de venir chercher de la beauté chez vous. J'ai répondu par message, commande le double. Puis j'ai glissé mon téléphone dans ma poche et je suis allé aider une cliente à choisir des fleurs. Pour quelqu'un qu'elle aimait. Dans une boutique qui porte le nom de la seule personne qui m'ait jamais choisi.